Eh bien voilà, nous nous retrouvons pour le début de cet après-midi au Café des Libraires où les plateaux vont s'enchaîner jusqu'à 18 heures et ils vont vous permettre peut-être de rencontrer des auteurs que vous n'avez pas encore vus ailleurs ou de les retrouver de nouveau. Sachez qu'à la fin de chaque Café des Libraires, ils vont signer leurs livres juste derrière. Donc si vous avez envie d'une dédicace, c'est le moment d'en profiter. C'est donc le Café des Libraires qui est emmené, je l'aperçois là-bas par Pascal Thuot, Pascal, le libraire de 1000 pages que les gens de Vincennes connaissent bien et qui a fait le programme de ce Café des Libraires. Et je suis heureuse d'accueillir pour la première fois Valérie Caffier, qui n'était pas avec nous les années précédentes et qui est de la librairie Le Divan dans le 15e à Paris. Absolument. Bonjour Valérie, bonjour. Merci. Enchantée. Moi aussi, ravie de faire votre connaissance. Et alors, le thème de ce plateau, enfin le thème, vous savez que là, on parle surtout des livres, de ce que racontent les livres, et pour vous donner envie de les lire, évidemment. Ce ne sont pas vraiment des débats à thème, mais quand même, il y a tout un travail qui a été fait par Pascal, et je suppose Francis, je ne sais pas, pour se dire, tiens, on pourrait mettre telle personne avec telle autre, ou telle autre, parce qu'il y a des accointances dans leurs livres, il y a des choses. Et là, ça s'intitule « Une vie bouleversée ». Alors, nous allons découvrir tout de suite le premier auteur que l'on va recevoir. Valérie, vous avez choisi dans cet ordre David d'abord, David Treuer. Oui. Voilà, David que l'on connaît bien déjà ici, pour ceux qui connaissent le festival America. Il est né d'un père juif autrichien et d'une mère ojibwé. Il est originaire de la réserve de Leech Lake dans le Minnesota. David a écrit plusieurs romans qu'on a tous adorés, Little, Comme un frère, le manuscrit du docteur Appel, et puis aussi un récit, Indian Roads. Et puis, il vient nous présenter, enfin, on l'attendait depuis plusieurs années, son nouveau livre qui a un très joli titre, « Et la vie nous emportera », qui est paru, bien sûr, aux éditions Albin Michel et que dans la collection Terre d'Amérique. Un livre qui a été traduit par Michel Lederer, qui a traduit, je crois, tous les livres de David, il me semble. Et on va d'abord essayer de savoir de quoi parle ce livre. Ensuite, on écoutera un petit extrait, une petite lecture de la première page. Et puis ensuite, Valérie, vous ferez l'interview de David. Alors, dans ce nouveau livre de David Treuer, nous sommes dans le Minnesota, un État du nord des États-Unis frontalier avec le Canada. Le roman s'ouvre sur la découverte du corps de Prudence, une jeune femme indienne que l'on découvre morte dans une chambre d'hôtel. Et nous sommes à ce moment-là en 1952. Donc c'est l'ouverture du livre. Puis nous allons repartir en arrière et découvrir la vie de Frankie, un jeune homme qui a passé toute sa vie dans ce petit village, donc du Minnesota, excusez-moi. Et ce petit village est situé proche d'une réserve ojibwé. Et donc, il a passé là toutes ses vacances, donc les vacances d'été, et puis au cours de l'année. Et au cours de ses vacances, il s'est petit à petit attaché à deux personnes. Félix, tout d'abord, l'Indien qui s'occupe de l'intendance de la maison de vacances. Et puis Billy, donc un jeune homme dont il a fait la connaissance alors qu'ils avaient 10 ans. Et ils se sont immédiatement trouvés et sont devenus immédiatement inséparables. Donc pour situer Frankie, sa famille est une famille bourgeoise de Chicago. Son père est médecin, il dirige une clinique. Et il a une famille donc composée de Frankie, qui est un fils unique, et puis de sa mère, qui s'occupe de Frankie et de la maison.
Mais il est principalement omnubilé par sa clinique et semble peu attaché, en tout cas il le montre peu, à sa femme et à son fils. Donc ces deux parents sont assez conservateurs, assez pétris de convenances sociales, aux grandes dames de Frankie, qui en fait aura du mal à s'épanouir dans ce cadre et qui par contre s'épanouira davantage chaque fois qu'il viendra dans ce petit village passer ses vacances. Donc il s'agit effectivement d'une vie bouleversée, on l'a dit le thème, et l'événement qui va bouleverser la vie de Frankie et d'autres dans ce livre aura lieu en 1942. L'Amérique est entrée en guerre et un camp de prisonniers allemands s'est installé dans le village. Et un prisonnier allemand s'est évadé. Donc une battue a été organisée, on ne l'a pas retrouvé. Et Frankie, qui maintenant est adulte, revient passer un week-end chez ses parents et va organiser lui aussi une battue avec ses amis, deux amis avec qui il est venu de Chicago, et puis Félix et Billy. Et c'est pendant cette battue que le drame va advenir. Voilà, on n'en dira pas plus pour le moment. On va découvrir tout de suite un extrait. Alors, je remercie auparavant Arnaud Prêtre qui assure la traduction pour David. Et puis, je vais demander à Alice, c'est Alice Béag, qui va nous lire un extrait de ce livre. Alors, je pense que c'est dans la première partie, c'est ça ? Les Pins, ou c'est 1942 ? Oui. Hein, voilà, c'est juste après le prologue. Emma Washburn surveillait les petites silhouettes de l'autre côté de l'embouchure du fleuve. Il n'y avait pas de changement, du moins aucun qu'elle remarqua depuis la pièce qui, au pain, servait à la fois de salle à manger et de salon. Elle se tenait là, les mains sur les hanches, et au bout d'un moment, elle croisa les bras sur sa poitrine avant de reprendre sa position initiale, comme si cela pouvait nuire aux recherches menées pour retrouver le prisonnier évadé. Non, pas de changement. Sur la berge opposée, les hommes continuaient à tourner en rond dans la cour du camp de prisonniers, délimité par les angles droits des baraques aux murs de bois brut. Le camp avait été construit à la va-vite. Là où il n'y avait rien en août, s'élevait maintenant un grillage entourant 4 baraques, un réfectoire, 3 postes de garde et un magasin. En 1923, quand ils avaient acheté les Pins, la rive opposée n'était qu'un champ d'herbe bordé de beaux arbres donnant de l'ombre. Les Indiens de la réserve venaient de temps en temps y camper. Ils étaient inoffensifs, rien de commun avec ceux qu'on voyait dans les films. À l'époque, Emma les entendait chanter, et à la fin de l'été, elle distinguait la lueur des petits feux qu'ils allumaient. Il en était allé ainsi jusqu'à ce que les prisonniers allemands commencent à arriver en février 1942. Au début, ils dormaient sous des tentes, remplacées ensuite par les baraquements. Une horreur. Dans la chaleur qui grimpait et le vent qui forcissait, Emma percevait les aboiements des chiens, ainsi que les cris et les sifflets des policiers et des volontaires qui venaient de former une nouvelle patrouille. Pourquoi avait-il fallu qu'ils construisent le camp si près qu'on pouvait le voir depuis leurs fenêtres ? Et pourquoi cet homme avait-il choisi de s'évader précisément cette semaine alors que Frankie rentrait à la maison ? Pour cet Allemand, la guerre était terminée. Il y avait pire que ces baraques. Et rendez-vous compte, ils étaient même payés pour leur travail. Dans leur pays, les prisonniers américains ne seraient certainement pas aussi bien traités. Emma chassa cette pensée. Merci beaucoup, merci pour cette lecture. Voilà, ça se passe juste en fait avant le retour de Frankie. Et c'est donc Emma dont on a fait la découverte, cette femme cette mère très prégnante, on va dire. Absolument. Donc, comme l'a dit Maët, ce fut un très grand plaisir de vous lire à nouveau, David. J'attendais votre nouveau roman avec impatience. C'est un très beau texte, à la fois subtil, émouvant et très puissant. Vous mêlez, comme dans tous vos romans,
l'univers amérindien et puis le monde des Américains blancs et montrer encore une fois la domination qu'exercent ces derniers sur les Indiens. Donc j'aimerais commencer avec Prudence, car Prudence est le titre original de votre livre. Il a été traduit par Et la vie nous emportera, mais vous avez choisi de le nommer Prudence. Et j'aimerais savoir pourquoi ce choix. Pourquoi? Parce que vous parlez principalement de Frankie, vous racontez principalement sa vie, même si on connaît celle de Prudence au début et à la fin du livre. Donc pourquoi Prudence? Est-ce elle dont vous voulez que l'on se souvienne à la fin du livre? I did want the reader to remember her. And thank you for those kind words about the book, and thank you all for dedicating a rainy Sunday to books. Do you want me to go long? I do think this is Prudence's book. It began with her in my imagination, and she informs all of the action. Everything that unfolds in this story unfolds from this terrible day when she shows up at the Pines, which is the name of this resort where the family stays on holiday. And although she's absent from a lot of the rest of the book, her presence informs everyone's behavior. And she's really, although silent for the first 2/3 of the book, really holds everything together. Everyone revolves around her in the way that, I don't know, planets revolve around the sun. And she's crucial. Oui, en effet, je souhaite que les lecteurs se souviennent de Prudence. Et permettez-moi tout d'abord de vous remercier. Merci Valérie pour ces paroles très aimables pour introduire mon livre. Et merci à vous d'être venu consacrer ce dimanche pluvieux à des livres. Oui, effectivement, ce roman est le roman de Prudence. Et en effet, les actions de tous les personnages sont inspirées par Prudence. Prudence, c'est cette jeune indienne qui apparaît au Pin, c'est le nom du domaine, et qui est victime de ce terrible accident. Et il est vrai que si elle est absente d'une grande partie du livre, il n'en reste pas moins que toutes les actions de tous les personnages sont inspirées par sa présence. C'est un peu comme des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc le point de départ de votre livre, ça a été Prudence. Ce qui a été le déclencheur de l'idée de ce roman, c'est Prudence. Yes, I mean, there were three things that came together to make the novel, but she's one of those three. I remember reading a biography of Hemingway a long time ago where he's quoted as saying, quote, Ernest Hemingway, that is, quote, "The first woman I ever pleasured was a half-breed Indian girl named Prudence Bolton," end quote, which is disgustingly appropriate to Hemingway. All that's known about the real-life Prudence Bolton, and this follows the quote, is that she was an Ojibwe girl from northern Michigan who lived near the Hemingways, and that she and her lover, Richard Castle, committed suicide together when she was 19 years old and pregnant. And I thought it was really unfair that we know so much about Hemingway and people like Hemingway. We have thousands and thousands of pages about Hemingway, and all Prudence got was one sentence. And that felt profoundly unjust. I don't like Hemingway. I don't feel any kinship with Hemingway, but I feel kinship with her. And I really, really feel that novels start where the facts stop. And I wanted to spend some years imagining what her life might have been like. Who was she, and what did she love, and who had she lost, and what were her goals, and why did she ultimately do what she did? And so very much she's at the heart of the novel.
Oui, alors prudence est effectivement un des 3 éléments qui a inspiré ce livre. Et j'aimerais ici rappeler, j'ai lu il y a quelques années un livre d'Hemingway dans lequel on trouve cette citation. Il dit la première femme à qui j'ai donné du plaisir était une fille métisse indienne qui s'appelait Prudence Bolton. Fin de citation. Je ne trouve pas cela très ragoûtant. Et tout ce que nous savons de Prudence Bolton, c'est qu'elle était Ojibwé, qu'elle vivait dans le Michigan du Nord et qu'elle et son amoureux, son fiancé Richard Castle, se sont suicidés ensemble. Elle avait 19 ans, elle était enceinte. Hemingway, lui, s'est vu consacrer des milliers de pages. On en a beaucoup parlé. Prudence, elle, sa vie se résume à une phrase. Et je trouve que c'est là quelque chose de profondément injuste. Vous l'avez compris, je n'apprécie pas beaucoup Hemingway et je ne me sens aucune parenté avec lui, alors qu'avec elle, c'est tout le contraire. Et j'aime à dire aussi que le roman commence là, où les faits s'arrêtent. Et c'est pour ça que j'ai voulu consacrer plusieurs années à imaginer ce que cette vie a pu être, aurait pu être, ce qu'elle a aimé, ce qu'elle a perdu, de quoi elle a rêvé et pourquoi, pour finir, elle s'est suicidée. Oui, on peut dire que Prudence est en effet au cœur de ce livre. Alors, il y a donc Prudence, il y a Frankie aussi, et puis le 3e personnage important de ce roman, c'est Félix, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, l'intendant qui s'occupe des pins, et qui est un homme qui, petit à petit, va en fait être un père pour Frankie. Donc, son père, comme je le disais, a une attitude indifférente, il est uniquement intéressé par la situation que pourrait avoir plus tard Frankie, et aucunement par ce qu'est vraiment Frankie, par les désirs de Frankie. Et la personne avec qui Frankie va pouvoir échanger, c'est Félix, donc. Et c'est un personnage extrêmement droit qui comprend les êtres, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, et qui en même temps ne les juge pas. Il sera très important dans la vie de Frankie, il sera très important aussi dans la vie de Prudence. Vous vouliez lui donner aussi une place importante à Félix dans ce roman? Yes, Felix, I'm very fond of him. I would like to have known him. There's a stereotype, you know, of Indian men, that we are stern, quiet, stoic, you know, just presenting a mask to the world. And I wanted to play beneath that stereotype where Felix is quiet and he does seem stern and he's sort of imposing. He's a very big guy, very dark, very big. He's not stoic, he's just incredibly, almost painfully shy. He's a veteran of the First World War, and upon his return from fighting, his return from France, he discovers that his wife and child have died in the flu epidemic of 1918. And he's lost everything, essentially, and yet he keeps on living, and he essentially adopts Frankie and then Billy, this friend of Frankie's, and then ultimately Prudence. He's trying as best he knows how to recreate a family. And he's not really based on anybody I know. He doesn't have any real-life analogs, except I know this guy from a different reservation, a guy named Joe Negwanebi. He's a very gentle, big guy. I imagine Felix looks like him. And Joe is very soft-spoken, very sweet. And I heard him speak once at a ceremonial gathering where he was talking about himself. And he spoke in Ojibwe, in our tribal language, and he told the story of his war experience in Vietnam, where he'd killed 17 people in order to survive. And I thought that was such a contrast, this violence that he had to commit as a young man and this life of peace and quietness that he lived as an adult, and he informs Felix to some degree. Joe who? Negwanebi.
Oui, Félix, c'est quelqu'un que j'aime bien vraiment, et en fait j'aurais aimé le connaître. Vous connaissez ce stéréotype de l'homme indien qui est quelqu'un à l'air sévère, qui ne dit pas grand-chose, un taiseux, stoïque, qui présente ce masque d'impassibilité au monde. Mais en fait, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer ce qui se passe sous le masque. Félix, c'est ce grand gaillard à la peau sombre qui effectivement est quelqu'un d'assez silencieux. Est-ce qu'il est stoïque? Non, je dirais plutôt que c'est quelqu'un d'une timidité maladive. L'histoire de Félix, c'est celle d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui rentre de la guerre en France et qui constate qu'il a tout perdu parce que sa femme et son enfant sont morts de l'épidémie de grippe espagnole de 1918. Donc il rentre et il a tout perdu et il doit trouver un moyen de continuer à vivre. C'est pourquoi il adopte Frankie, puis Billy et puis Prudence, parce que c'est le moyen qu'il voit de recréer une famille. Félix n'a pas vraiment de modèle dans la vie réelle, sauf peut-être Joe Negwenebi, qui est un Indien que je connais et qui vit dans une autre réserve. Joe aussi est un grand gaillard imposant, comme Félix, et lui aussi, il est d'une gentillesse marquée. Je l'ai entendu raconter son expérience de guerre. Dans son cas, il s'agissait de la guerre du Vietnam. Lors d'une cérémonie rituelle, il parlait des hommes qu'il avait tués. Il en parlait en Ojibwe, notre langue tribale. Il a tué 17 hommes. Il y a été amené parce qu'il fallait bien survivre dans la guerre. Et ce qui m'a frappé chez Joe, c'est ce contraste entre l'extrême gentillesse de cet homme adulte et la violence qui avait traversé sa jeunesse. J'ai envie de parler encore pendant des heures de ce roman, mais malheureusement, on arrive déjà à la dernière question. Frankie, donc, on le voit aussi plus tard au cours du roman à l'armée. Et en fait, il y a une chose qu'il apprécie à l'armée, c'est qu'il n'est plus obligé d'être quelqu'un. Je veux dire, l'uniforme lisse son apparence, et il n'est plus obligé de jouer un rôle. Il est comme les autres. Et c'est aussi une sorte de révélateur de ce qu'était sa vie avant. Et en fait, il se voit à ce moment-là comme... il a l'impression d'avoir été quelque part un imposteur dans sa vie. Est-ce que vous pensez que réellement que l'armée puisse jouer ce rôle dans la vie d'un homme? Well, I don't know. But here's the fun part of writing, where you take a received idea, a received notion, what we think of as common knowledge, and then you peel it apart and you try to imagine something else. We all of us, I think, take as a fact that war deforms those who are unlucky enough to have to fight in one, that it scars everybody necessarily. But I wondered, well, does it? Need it? Might war for some people be liberating? Might war for a few people feel good? And if so, why? And how? And that's the case for Frankie. Frankie is, and this is not really a spoiler, Frankie's gay, and he's in love with his best friend, Billy, who's in love with him back. They're not allowed to be together in that time and place in the 1940s in America, two men who love each other and who love each other romantically. It's not going to be okay. It's certainly not in the place that they're from. So he has to pretend to be something he's not. He always has to pretend. He has to fake it. He has to hide it. And being a bombardier and dropping bombs and killing thousands of people, arguably, is for him being a gear in the machine of war. Makes him feel good. He doesn't have to think at all. He has to make no decisions. He can't even decide what to wear. And for him, that feels right. Still a good guy, but he's, as with us, our characters too, and we all just work with what we have to work with in life. And so that's what Frankie, that's what he has to work with.
Oui, cette question sur l'armée, eh bien, je ne sais pas, en fait. Je voulais partir d'une idée reçue. Et cette idée reçue, nous croyons savoir en fait que la guerre, c'est quelque chose qui déforme, qui va laisser des cicatrices. Et donc, il s'agit d'imaginer autre chose, de travailler cette idée reçue, de la faire éclater pour faire émerger autre chose. Oui, donc nous pensons effectivement, où on part de cette idée reçue que la guerre, c'est quelque chose qui est terrible, qui marque ceux qui ont la malchance de devoir y participer. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est une nécessité que la guerre soit traumatisante pour les combattants ? Est-ce que la guerre ne pourrait pas être quelque chose de libérateur ? Est-ce que pour certains, c'est quelque chose où ils se sentent bien ? Et pourquoi dans ces cas-là ? Comment est-ce que ça se passe ? Pour ce qui est de Frankie, bon, et là ce n'est pas vraiment un spoiler, Frankie est gay. Il est amoureux de Billy, son meilleur ami. Mais cela se passe dans les années 40 en Amérique. Et deux hommes qui s'aiment de cette manière-là, c'est tout à fait impossible. Et certainement pas là où ils vivent. C'est pourquoi il est obligé de contrefaire sa vie. Il est obligé de tout le temps se cacher. Et le fait de devenir celui qui, dans l'équipage d'un bombardier, largue les bombes, fait de lui quelqu'un qui, effectivement, tue des milliers de personnes. Mais il n'est qu'un petit rouage dans la machine de guerre, et cela, il l'apprécie vraiment. Et il l'apprécie parce que cela annihile toute forme de pensée en lui. Il n'est pas obligé de prendre une décision, il ne peut même pas décider des vêtements qu'il porte. Il porte l'uniforme. Et donc, il trouve qu'il y a une certaine justesse dans tout cela. Cela n'en fait pas pour autant un personnage qui est méchant. En fait, les personnages de romans, comme dans la vraie vie, nous tous, nous faisons avec ce que nous avons. Mais c'est vrai que ce personnage de Frankie, on a l'impression qu'il a toujours subi sa vie en quelque sorte. Il n'a jamais fait vraiment des choix. Il a fait pendant son enfance des choses pour complaire à ses parents, etc., etc. Cette relation avec Billy est très forte aussi. Alors il y a le fait qu'ils soient gays tous les deux et qu'effectivement c'est très très mal perçu, mais qu'en plus Billy est métisse. Ce qui est encore un inconvénient supplémentaire, si j'ose dire, à cette époque. Il y a ces relations, tous les personnages sont vraiment très attachants. Félix, effectivement, est un personnage attachant, mais aussi plein de non-dits. Bon, on ne sait pas s'il protège ou... voilà, enfin bon, vraiment c'est un livre avec plein d'entrées possibles et qui nous en dit beaucoup sur ce monde-là. Ouais, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a tout le contexte de l'Amérique en guerre, donc à ce moment-là, et puis comment les gens le vivaient aux États-Unis. Donc oui, beaucoup de choses encore à dire et je vous conseille vivement de le lire. Et La vie nous emportera, donc David Treyer, traduit par Michel Lederer. Alors, on va passer maintenant au livre de Virginia Reeves, Un travail comme un autre. C'est un livre paru chez Stock, traduit par Karine Chichereau. Et donc c'est Morgane Cessana qui assurera la traduction sur le plateau, on l'en remercie. Virginia Reeves a longtemps vécu dans le Montana, paraît-il, et s'est installée à Austin, dans le Texas. Et Un travail comme un autre est son premier roman. Et nous allons écouter peut-être un petit résumé de l'histoire, pas trop long, et puis on écoutera un extrait du livre aussi. Alors nous sommes cette fois-ci dans le livre de Virginia en Alabama, en 1922. Donc Roscoe Martin est fils de mineur. Il a lui-même été adolescent de 13 à 18 ans, mais a toujours détesté cela. Un jour, il découvre fasciné l'électricité en se rendant à la ville proche de là où il habite, à Birmingham. Et dès lors, c'est la révélation. Donc il va étudier pour comprendre comment cela fonctionne. Et car il veut lui aussi faire courir l'électricité dans les fils pour voir la lumière s'allumer. Donc il devient électricien, il travaille dans une centrale sur un barrage. Puis il rencontre Marie, une institutrice passionnée par les oiseaux. Ils tombent amoureux, ils se marient, ils ont un enfant.
Ils vivent donc près du barrage jusqu'au jour où le père de Marie meurt et lui lègue l'exploitation agricole, son exploitation agricole. Donc ils partent s'y installer contre l'avis de Roscoe, qui n'aime pas le travail agricole et qui va rechigner à s'y investir. Donc le fossé va se creuser entre eux et ils ne se comprennent plus. Et donc Roscoe cherche une idée pour rendre le domaine plus prospère, pour que les choses s'arrangent. Et un jour, il a l'idée de détourner l'électricité qui passe près du domaine. Donc il va fabriquer un transformateur et faire arriver l'électricité dans le domaine. Jusqu'au jour où le drame va advenir, car un homme de la compagnie électrique, l'Alabama Power, va mourir électrocuté en inspectant le transformateur fabriqué par Roscoe. Et donc Roscoe va être accusé de vol et de meurtre. Il va se retrouver en prison. Et son employé, Wilson, va lui aussi être arrêté, accusé de complicité. Mais lui ne va pas aller en prison. Il va se retrouver dans une mine de charbon vendue par l'État pour purger sa peine là-bas, car il est noir. Donc voilà, nous sommes en 1922 en Alabama. Et tout de suite, un extrait du livre par Jean Jacomet. Voilà, je pose le chapitre 1, où il est question de transformateurs électriques. Le transformateur électrique, qui un jour allait tuer George Askin, était perché en haut d'un poteau dans l'angle nord-est de la ferme où Roscoe T. Martin vivait avec sa famille. Il y avait en tout 3 transformateurs qui distribuaient l'électricité d'Alabama Power en recalibrant le courant pour l'envoyer dans de nouvelles lignes le long d'une clôture à travers les bois et l'amener directement à la ferme et à la grange. Roscoe avait construit ces transformateurs lui-même. Il avait tiré les lignes, et il n'en avait pas l'autorisation. L'idée de détourner le courant lui était venue un an plus tôt. Il aurait dû se trouver à table en famille, mais il avait brutalisé son fils et fait pleurer sa femme. Alors, il était parti marcher sur ces terres maudites où son épouse l'avait forcé à s'installer. Il avait pris le chemin du nord, à travers les champs de maïs, pour se rapprocher des lignes électriques qui longeaient Old Hyssop Road. Le maïs, encore précoce, lui arrivait aux hanches et les herbes géantes le frôlaient, sensation rebutante. Alors, il se frottait les bras comme pour chasser un insecte. Parmi toutes les cultures qui poussaient sur les terres de sa ferme, le maïs était celle qu'il aimait le moins. Il voyait quelque chose d'obscène dans sa taille, sa façon de pousser, ses tiges, ses feuilles acérées, ses grains. Tout était trop grand. Sa femme et son fils lisaient ensemble sur le canapé, à la lumière d'une lampe à pétrole posée sur la table derrière eux. Lorsqu'il faisait la cour à la mère du garçon, au début, Roscoe lisait ainsi en sa compagnie. Seulement à présent, c'était avec son fils qu'elle partageait ses lectures. Il n'avait pas levé le nez quand Roscoe était entré dans la pièce. « Qu'est-ce que vous lisez ?» Merci Jean. Alors ce livre est un très très beau livre sur la force d'une passion, donc celle de Roscoe pour l'électricité principalement dans le livre, sur le besoin de l'assouvir au risque de dépérir, sur la source de connaissances et d'imaginaire aussi que représentent les livres, car c'est un très très bel hommage aussi au livre que vous avez rendu là. C'est un très beau livre sur l'amitié, c'est aussi une très belle histoire d'amour. Et enfin, c'est un tableau de ce qu'est cette Amérique de 1922 en Alabama, et en particulier en termes de ségrégation raciale. Donc j'aimerais juste vous citer pour commencer la première question. Vous dites « On est avec quelque chose dans les veines. Pour mon père, c'était le charbon. Pour Marie, la ferme. Et pour moi, un puissant courant électrique. » Donc c'est Roscoe qui parle. Donc l'accomplissement de cette passion qui nous habite et qui nous rend capable de déplacer des montagnes me paraît au cœur de votre livre.
chacun de vos personnages est quelque part habité par une passion. Thank you for your kind words. Thank you for being here with us. I agree. Yes, this is a book full of passionate people, and I think something that I am very interested in exploring is that idea of passion. I think we are expected to have passions, and as a writer, I'm selfishly, I always knew I wanted to be a writer, and so I was driven by that passion. But I'm also very curious about questions about what if you don't have a passion, and then also what if you are incapable of pursuing that passion. Merci à tous. Merci pour vos mots touchants à propos de mon livre. Merci d'être ici. Oui, je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui vient d'être faite. Tous mes personnages, tous mes protagonistes sont habités par une passion. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, en tant qu'écrivain, c'est justement d'explorer cette idée, ce concept de la passion. Parce que je crois que tous, autant que nous sommes, on attend de nous que nous soyons justement des êtres passionnés. Et moi, justement, en tant qu'écrivain, je savais de manière un peu égoïste que j'avais envie d'écrire des livres. Et je m'intéresse aussi à ce qui se passe chez les gens qui justement n'ont pas de passion particulière. Et également aussi aux personnes qui ont une passion, quelque chose qui les fait vibrer, mais qui sont incapables de l'assouvir. Roscoe parle ainsi du courant électrique. Il dit « cette énergie qui m'avait éveillé à la quête de connaissances ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que c'est que cette quête de connaissances qui éveille Roscoe? I think of it's hard not to talk about Roscoe and use kind of electrical puns where, because he's an electrician, there are these sparks. So it sparks in him this excitement. A thing to understand about electricity at this time is that it's new. It is a new technology. So, and it's met with scorn and trepidation from many, as most technologies are. And so even though now we take electricity completely for granted, it was frowned upon. There were some people who would say, oh, I'll never let that witchcraft into my home. But Roscoe saw it as magic. So he saw it as kind of the harnessing of magic, and in his pursuit of knowledge in that regard and learning about electricity, it felt that he was closer to something almost surreal and magical that had before felt very out of reach. Oui, c'est vrai, vous avez raison que Roscoe est vraiment dans cette poursuite de sa passion. Et je suis un peu désolée parce que j'ai du mal à évoquer ce personnage de Roscoe sans faire des jeux de mots sur l'électricité. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut dire que Roscoe, voilà, il est une espèce d'étincelle, voilà, qui réveille un petit peu la passion en lui, une sorte de frénésie pour la vie, pour l'électricité. Et si il est aussi touché par l'électricité, ce personnage, c'est aussi parce que dans le contexte du livre, à l'époque, c'était tout à fait nouveau. L'électricité venait d'apparaître, c'était une nouvelle technologie. Et comme pour toutes les nouvelles technologies, eh bien, elle était un peu accueillie avec un peu de mépris, et puis beaucoup d'hésitation, de peur. Ça remuait beaucoup de choses chez les gens de l'époque. Maintenant, bien sûr, au XXIe siècle, l'électricité, il n'y a pas plus banal. Mais à l'époque où Roscoe a vécu, enfin, c'est fictif, mais c'était vu comme une sorte de sorcellerie. Mais lui, Roscoe, il a
plutôt vu l'électricité comme quelque chose de l'ordre de la magie. Et il s'est vu un petit peu, il se prenait pour un magicien dont la mission était justement de dompter cette espèce de force un peu surnaturelle. Et justement, vous parliez de quête de savoir tout à l'heure, et c'est justement le défi de dompter l'électricité et cette puissance magique qui était sa quête. Donc voilà pour la passion de Roscoe. Donc celle de Marie, on a parlé des oiseaux, mais elle va aussi se prendre de passion pour l'exploitation agricole de son père. Et ce personnage, il est plus difficile à cerner, on va dire, que Roscoe. Elle a des positions à la fois parfois plus dures, parfois plus extrêmes. Enfin, elle est plus difficile à cerner que Roscoe. Comment vous la voyez, cette Marie? Marie gets the most negative attention in this novel, for sure. I have had readers come up to me and tell me that they just hate Marie, and everyone is entitled to their own dislikes. That's fine, but for the record, I like Marie, and so the way I see Marie is that Marie is perceived. She could very much be perceived as cold, harsh, distant. And I see her as simply surviving. She is based upon my grandmother in certain ways. I was asked at one point, who is she? Is there somebody she reminds you of? And I realized only at that point, after having written her, that she reminds me of my grandmother. And the way my grandmother coped and the way Marie copes with tragedy was to look it square in the eye and then push it out of the way and not ever look at it again. And I see Marie's actions as simply the only way she knew how to continue. And she had to just push the tragedy and Roscoe as part of that tragedy away in order to continue and persevere. C'est vrai que Marie, oui, c'est le personnage qui est peut-être montré sous le pire jour dans ce roman. Je dois dire que j'ai beaucoup de lecteurs qui sont venus me voir pour me dire, mais vraiment, cette Marie, je la déteste. Bon, c'est vrai, chacun a le droit d'avoir son opinion, donc je respecte. Mais par contre, moi, vraiment, Marie, je l'aime bien. Alors, comment est-ce que je la vois? Eh bien, c'est vrai, je reconnais elle peut passer pour un peu froide, un petit peu sévère, dure, un peu distante. Mais pour moi, en fait, c'est juste une femme qui essaye de survivre, qui lutte. En fait, cette Marie, elle est un petit peu inspirée du personnage de ma grand-mère. On m'a demandé à plusieurs reprises, justement, à qui cette Marie me faisait penser. Et c'est seulement après avoir écrit le livre que j'ai réalisé qu'en fait, c'était à ma grand-mère que j'avais un peu rendu hommage en créant le personnage de Marie. Et ma grand-mère, justement, sa façon de gérer les crises, gérer les tragédies, eh bien, ce qu'elle faisait, c'était de les regarder en face une bonne fois pour toutes, de s'y confronter et puis hop, de les enfouir, les passer sous silence et ne plus jamais y repenser, ne plus jamais se retourner vers ses malheurs. Et dans le livre, Marie, lorsque Roscoe est envoyée en prison, etc., lorsque le drame s'abat sur Roscoe, elle fait exactement la même chose. Et c'est son seul moyen pour persévérer. Non, je veux juste te dire une chose, parce que j'ai fait signe que moi je ne l'aimais pas. En fait, ce que je lui reproche, c'est d'avoir empêché son mari de continuer ce métier qu'il adorait et l'avoir obligé à faire autre chose. C'est tout. C'est tout. Alors, je voudrais que vous nous parliez un petit peu maintenant de cette différence de traitement donc, entre
les prisonniers noirs et les prisonniers blancs, puisque donc, comme je le disais, Roscoe va être envoyé en prison, alors que Wilson, lui, va être envoyé dans une mine de charbon. Donc, est-ce que c'était une pratique spécifique à l'Alabama, ou est-ce que c'était quelque chose de courant aux États-Unis à cette époque? This situation, I was appalled to discover in my research, and it is it was practiced throughout the South, throughout the southern United States, and the practice of convict leasing. So it was well after slavery had been abolished in the country. African Americans were often arrested for little to no crimes. For example, you could be arrested for standing on a street corner and be called a vagrant, or you could be arrested for looking at a white woman or not crossing the street if a white woman were walking on your side, and be given 9 years of hard labor in a private company. So private companies, then the law enforcement, police would arrest African Americans and then sell them for very little, often, to a private company where they would then work off their time after really not having even committed a crime, oftentimes not having committed a crime in the first place. So my character, Wilson, who is African American, he is leased to a coal mine in this novel. Oui, lorsque j'ai commencé mes recherches pour écrire un travail comme un autre, j'ai vraiment été atterrée par ce que j'ai découvert. En fait, cette pratique, justement, d'envoyer les prisonniers noirs, d'en faire des forçats, en fait, était vraiment répandue à travers tout le sud des États-Unis. C'était, en fait, ce qu'on pourrait appeler une sorte de location de forçats. Et donc cette pratique s'est fait jour après l'abolition de l'esclavage. Les Africains américains, ils se faisaient arrêter pour des crimes vraiment, des bagatelles. Parfois, ils n'avaient même pas commis de crime, mais on les embarquait quand même. Je vous donne un exemple. Par exemple, le seul fait d'être posté à un coin de rue pouvait, si vous étiez noir, vous conduire à être accusé de vagabondage. Par exemple, vous pouviez aussi vous faire inculper d'avoir osé regarder une femme blanche, ou alors de ne pas avoir laissé un homme ou une femme blanche traverser la rue avant vous. Et alors, l'intérêt d'arrêter tous ces noirs et de ne pas les envoyer directement en prison, c'était justement qu'on pouvait les faire travailler pour des entreprises privées, effectivement. Et donc les forces de l'ordre arrêtaient ces Afro-Américains pour des raisons complètement fallacieuses, et puis ensuite elles les vendaient, ou plutôt les louaient à des entreprises où ils pouvaient purger leur peine. Et donc Wilson, ce personnage donc, noir dans mon roman, est donc loué à une mine de charbon. Alors vous allez découvrir tous ces personnages dans le livre. Je suis vraiment obligée d'interrompre là parce qu'on a pris beaucoup de retard. Vous allez pouvoir découvrir tous ces personnages dans le livre de Virginia Reeves, qui est vraiment formidable, un travail comme un autre. Et quand même, il me faut vous dire que Virginia, lui est arrivé quelque chose d'important ici sur ce festival America, puisqu'elle a reçu le prix Page America 2016, remis tous les 2 ans à un premier roman par un jury composé de plus d'une centaine de libraires et bibliothécaires à travers la France. Je ne sais pas si Claire Gardet est dans la salle, on verra peut-être tout à l'heure, Claire, si j'ai du temps. Mais en tout cas, voilà, je voulais quand même annoncer cela et la féliciter. Merci beaucoup, merci. Alors, Nos années sauvages, paru aux presses de la Cité, signé Karen Joy Fowler et traduit de l'anglais par Karine Lalechère, bien nous allons le découvrir maintenant grâce à Claudine Carpenter qui va assurer la traduction. Voilà, alors Karen Joy Fowler est l'auteure du roman à succès Le Club Jane Austen. Elle a reçu le prestigieux PEN Faulkner Award pour Nos années sauvages, ce livre donc, et le National Book Award l'a élu auteur de l'année 2014. Je n'en sais pas beaucoup plus sur elle, mais son livre est formidable. On le résume très vite.
Absolument. Donc rapidement, nous sommes cette fois-ci en Californie, dans les années 70, 90 à peu près. Donc Rosemary est une petite fille heureuse, elle vit avec ses parents. Donc son père est psychologue, il étudie le comportement des singes. Donc elle vit avec sa mère, son grand frère et une petite sœur. Et cette petite sœur, je suis obligée de le révéler, mais vous le révélez assez rapidement. Donc c'est un petit singe que son père a introduit dans la famille pour étudier donc le comportement comparé de la fillette et du petit singe. Voilà, je serai brève cette fois-ci. Voilà, donc on va écouter tout de suite un extrait du livre, le début du livre, qui nous est lu par Sébastien Pires-Léal, des Sorbonnes sonores. Le milieu de mon histoire se situe pendant l'hiver 1996. Ce petit film de mon enfance avait ceci de prémonitoire qu'il semblait annoncer ce qu'il resterait de ma famille quelques années plus tard. Moi, ma mère et mon père, invisibles, mais sa présence implicite derrière la caméra. En 1996, 10 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois que j'avais vu mon frère. 17 depuis la disparition de ma sœur. Le milieu de mon histoire ne parle que de leur absence. Pourtant, vous ne l'auriez sans doute jamais deviné si je ne vous l'avais pas dit. En 1996, il pouvait s'écouler des jours entiers sans que je pense ni à l'un ni à l'autre. 1996, année bissextile, année du raz de feu. Le président Clinton venait d'être réélu, cela finirait mal. Kaboul était tombé aux mains des talibans. Le siège de Sarajevo était terminé. Charles et Diana avaient divorcé récemment. La comète Hale-bopp apparut dans notre ciel. En novembre, on mentionna pour la première fois un objet astronomique entouré d'un anneau saturnien dans son sillage. La brebis clonée Dolly et le superordinateur, spécialiste des échecs Deep Blue, étaient des stars. On pensait avoir découvert des signes de vie sur Mars. L'objet saturnien, à la remorque de Hale-bopp, était peut-être un vaisseau spatial. Quelques mois plus tard, en mars 1997, 39 personnes se suicideraient collectivement afin de pouvoir monter à bord. À côté, j'ai l'air très ordinaire. En 1996, à 22 ans, j'entamais sans conviction ma 5e rentrée à l'Université de Californie, à Davis. J'étais en licence, ou même pas. En tout cas, les subtilités des unités d'enseignement obligatoires et optionnelles me passaient si haut au-dessus de la tête que je n'étais pas prêt d'obtenir un diplôme. Mon instruction, ainsi qu'aimait à le faire remarquer mon père, était plus large que profonde. Il le disait souvent. Merci Sébastien. Donc, Ah non, certainement pas. Elle dit, ah non, vous pouvez vous arrêter. ah Pas non, du tout, on va parler de votre livre. Il est trop beau. Non. Tous les gens qui l'ont lu ont dit qu'ils l'ont adoré. Non, vous avez écrit un livre magnifique sur l'amour que peuvent se porter des frères et sœurs, sur la confiance que portent les enfants à leurs parents, sur le langage, sur la communication. Et vraiment, ce serait dommage de ne pas parler de ce très très beau livre que je vous conseille également fortement. Car j'ai eu la chance d'avoir trois très beaux livres à chroniquer aujourd'hui. Donc la première question que j'aimerais vous poser, concerne le titre également, puisque en anglais, il s'appelle We are all completely beside ourselves, que je laisserai à votre traductrice le loisir de traduire mieux que moi. Et j'aimerais savoir ce que vous entendez exactement par là. Also, let me thank you for your kind words, all of you for being here. A moment of solidarity with David, that I do not like Hemingway either. The book has now been translated in a number of countries, and the title has been different, as far as I can tell, in every country.
The phrase "we are all completely beside ourselves" is a figure of speech in America. It means something particular that does not translate when you translate the words. And mostly what it means, if you are beside yourself, you are excited, you are upset, you are in a state. What I like in a title, I don't always achieve, but in this book, with the original title, I think I did, which is a title that means one thing when you pick the book up, but means something completely different when you put the book down. So, so when you pick the book up, I want you to have that sense of agitation that the figure of speech refers to, but when you put the book down, I want you to read it more literally as that humans are not a distinct and separate part of the world, but that everything that surrounds us is also part of us. Merci beaucoup pour cette présentation si généreuse. Donc, un moment de solidarité avec David, moi non plus, je n'aime pas Hemingway du tout. Mon livre a été traduit en plusieurs langues et à chaque fois, il y avait un titre complètement différent parce que We are all completely beside ourselves, c'est une expression américaine parfaitement intraduisible. Beside yourself, en anglais américain, ça veut dire qu'on est excité comme une puce ou alors on a énormément de peine, on ne tient pas en place, bon, et tout cela. Et quand j'écris un livre, quand j'écris le titre de mon roman, je veux que le titre veuille dire quelque chose quand on prend le livre et complètement autre chose quand on a terminé de le lire et qu'on le remet dans son étagère, par exemple. Bon, je n'y arrive pas dans tous mes romans, mais ici, j'y suis arrivée. En fait, quand on prend le livre, on pense qu'on veut que le lecteur, je voulais que le lecteur soit pris de cette effervescence, cette excitation que je ressentais. Et quand on le repose, justement, je veux que le lecteur se rende compte que nous ne sommes pas tellement à part des autres espèces. L'espèce humaine n'est pas complètement à part dans l'écosystème. J'imagine que, enfin, je me demande comment vous est venue l'idée très originale de ce roman, et j'imagine que vous avez dû faire un gros travail de documentation par rapport au comportement de ces petits singes, leurs réactions, les interactions justement de la fillette et du petit singe sont réellement très intéressantes dans votre livre. Thank you. Yes, I did do an enormous amount of research. I do not ask to be admired for that. Doing the research is the part I like. If I never had to write the book, my life would be perfect. But I got the idea from an actual experiment which took place in the 1930s. My father was an animal behaviorist, so I had heard of this experiment all my life. And in that way, when you've heard about something in your whole life, you never really step back and think about it. It's just something you've always known. And so I was talking to my daughter at some point about my father, her grandfather, who died before she was born and is a sort of mythical figure to her. And in the course of talking about him, I talked about this experiment. I realized, watching her face, that she had never heard of this experiment and that she found it quite shocking. And she said to me, what would it be like to have a father who thought that was an appropriate thing to do with your childhood? That should be the next book you write. And I always say I don't have good ideas myself, but I know them when I hear them. So I just am actually having trouble getting started on another book. I'm open to your good ideas. I hope you'll see me after. Oui, alors en effet, il a fallu que je fasse énormément de recherches avant de commencer à écrire mon livre. Alors, ne m'admirez pas du tout. Personnellement, j'adore faire la recherche. Pour moi, ce qui est difficile, c'est d'écrire le bouquin. Alors, si je n'avais pas à écrire de livre, ma vie serait tout simplement parfaite.
Alors c'est en fait un livre qui s'inspire d'une expérience qui a eu lieu dans les années 30, 1930. Et mon père était psychologue spécialisé dans le comportement animal. Et personnellement, j'ai toujours entendu parler de cette expérience. Il nous en parlait régulièrement. Et quand on entend parler de quelque chose toute sa vie, on l'a toujours connu en quelque sorte et on a fait preuve d'aucun recul. Mais un jour, je parlais à ma fille qui n'a jamais connu mon père. Il est mort avant sa naissance. Et pour elle, c'est ce personnage un peu mythique, ce personnage de légende. Et on parlait, entre autres, de cette expérience des années 30. Et elle m'a dit, mais elle n'avait jamais entendu parler de cette expérience. Et elle a trouvé que c'était vraiment choquant, affligeant. Qu'est-ce que cela peut être d'avoir un père comme ça, un père qui pense qu'on peut faire quelque chose comme ça à son enfant? Et bon, personnellement, j'ai rarement de bonnes idées pour des romans, mais par contre, quand j'entends une bonne idée pour un roman, eh bien, je la reconnais tout de suite. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir me parler après la table ronde. Merci. En fait, elle a une enfance relativement heureuse, cette petite Rosemary, avec cette petite sœur chimpanzé. Et c'est après que les choses vont se compliquer, mais je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. C'est un thème qui traverse aussi ce roman, c'est le langage, la communication. C'est une petite fille qui était donc très, très bavarde et qui, à un moment donné, va cesser de parler. Donc évidemment, elles ont un langage très particulier, Rosemary et Fern, cette petite chimpanzé, pour se comprendre. Donc c'est quelque chose qui vous intéresse, j'imagine, cette communication entre les êtres, la façon dont on peut parler, communiquer silencieusement ou avec des paroles. Yes, thank you. I do think that was at the heart of my thinking about the book. And as I created the characters, one of the questions that I was always asking myself was who gets to speak and who doesn't get to speak, and who is listened to and who is not listened to, and who talks a lot and who talks very little. So every character in my mind had a relationship, a particular relationship to language that I tried to think about as I created them. Because at the time in the 1970s, when most of my book takes place, language was very much the focus of these studies with chimpanzees, and humans were very much priding themselves on the fact that this is what sets us apart. This is what we have that they do not have, that other animals do not have. I think we have tended to valorize the written word and the spoken word, which often actually obscure what is happening just as often as it illuminates what is happening. So the way other animals communicate with each other is of great interest to me, and a rapidly expanding field, and may be able to convey certain things with more accuracy than our own language has perhaps shut us off from certain things as much as it has also given us certain things. Oui, en effet, cette idée du langage était vraiment essentielle quand j'étais en train de préparer mon roman. Quand je créais mes personnages, par exemple, que je me posais toujours la question, bon, qui parle, qui ne parle pas, qui est-ce qui se fait entendre, qui est-ce qui ne se fait pas entendre, qui parle énormément, qui parle très peu. Et cette relation avec la langue était au cœur de ma réflexion quand je préparais ce livre. Dans les années 70, période dans laquelle se déroule une bonne partie de l'intrigue de mon roman, le langage était vraiment au cœur des préoccupations des chercheurs qui s'intéressaient aux grands singes. Et il y avait une sorte d'orgueil humain parce que les humains étaient capables de parler alors que les animaux ne le sont pas, que ça nous met à part. Et on a toujours eu tendance, en tant qu'espèce humaine, à valoriser l'écrit et la parole. Or, l'écrit et la parole éclaircissent autant qu'ils
rendent les choses plus compliquées. Ils dévoilent certaines choses, mais en cachent d'autres. Et c'est justement pour cela que maintenant, on commence à s'intéresser à cette question de la communication animale. C'est un domaine qui est en pleine croissance en ce moment, et on se rend compte que il y a cette capacité de communiquer des choses de manière plus précise que nos propres langues. Et la langue peut autant nous enfermer qu'elle peut nous ouvrir des horizons. Et c'est cela qui m'intéressait. Vous le dites très bien dans le livre, vous écrivez ceci: le langage a cet effet sur les souvenirs, il les simplifie, les solidifie, les momifie. Une histoire souvent répétée comme une photographie dans un album de famille, elle finit par remplacer l'événement qu'elle était censée représenter. C'est tout à fait ça. C'est un livre formidable. Vous savez que vous faites pleurer vos lecteurs? I have been told. Oui, j'ai entendu. Voilà, parce que c'est un livre très émouvant aussi, je crois qu'on peut le dire comme ça. Ouais. Karen Joy Fowler, Nos années sauvages, paru aux éditions Presse de la Cité, et puis traduit par Karine Lalechère, David Treuer, Et la vie nous emportera, un livre paru chez Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique et traduit par Michel Lederer, et puis celui de Virginia Reeves, Un travail comme les autres, paru dans la collection La Cosmopolite chez Stock, et qui a été traduit par Karine Chichereau, dont la traduction est aussi d'une certaine manière félicitée en recevant, puisque vous avez reçu ce prix, et la traductrice profite évidemment de cela aussi. Alors je ne sais pas si, comment s'appelle-t-elle, pardon, j'ai oublié son nom, Claire Gardet est encore là? Je ne sais pas, on a pris beaucoup de retard. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, à Virginia et à sa traductrice de rester. Et si vous voulez les autres, je vais vous demander pardon, mais merci à vous aussi, ma chère Valérie, pour ce beau plateau. D'accord, bon, alors d'accord, alors invitez-les vous-même. Oui, bonjour à tous. Juste vous dire que Maët a dit l'essentiel sur le prix Page America. C'est un prix décerné par un jury de libraires et de bibliothécaires. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à venir sur notre stand dans le Salon du Livre. Voilà, bonne journée. Non. Alors, tous les auteurs vont bien sûr signer leur livre là maintenant